Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Ici, on parle d'entrepreneuriat, marketing, stratégie, communication et développement commercial. Je suis Tendresse Wenissa, consultante marketing. J'accompagne depuis 2018 les entrepreneurs et les porteurs de projets sur leur business plan, stratégie, marketing, positionnement. Et les entrepreneurs, je les aide tout simplement à doubler leur chiffre d'affaires et à se développer, que ce soit des entrepreneurs qui n'arrivent pas à décoller ou qui décollent tout simplement, et ce, peu importe le secteur d'activité. Je suis fière d'avoir accompagné des milliers d'entrepreneurs. Certains réalisent des millions d'euros de chiffre d'affaires, jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Certains sont même invités à l'Élysée et d'autres ont signé plus de 60 000 euros de business en sortie de formation. Après, je ne demande pas forcément tous les chiffres à mes clients parce que je sais qu'on est en France et que beaucoup ont du mal à parler de leurs chiffres. D'ailleurs, j'ai eu une cliente qui, elle, m'a parlé de ses chiffres quand elle a été obligée en fait de changer d'expert comptable et de changer en fait de statut de société. C'est comme ça qu'elle m'a dit ces chiffres, sinon généralement les gens ne me racontent pas toujours. Donc voilà, en tout cas, j'ai partagé quand même pas mal de cas clients accompagnés qui ont réussi en sortie de formation à développer, à booster leur activité. Et ça, j'en suis fière, alors j'en parle. Après avoir fait ma publicité, je vais vous parler aujourd'hui de comment développer son entreprise, comment assurer la croissance de son entreprise. Et en fait, si vous voulez, j'ai eu cette idée de podcast, même si effectivement j'en ai déjà abordé aussi dans une formation offerte. Pour information, il y a une formation offerte qui vous donne accès durant 15 jours à plein de conseils. Voilà, c'est vraiment un module vidéo d'1 heure qui est très concret, vraiment, avec beaucoup de conseils, beaucoup de tips pour vous aider à développer votre boîte. Donc n'hésitez pas tout simplement à aller soit sur le site mypartners.com ou soit sur mon Instagram Ma vie d'entrepreneur, et vous cliquez sur le lien en bio, vous avez le lien qui s'appelle Comment assurer la croissance de son entreprise. Vous avez juste à insérer vos informations et vous recevrez les accès gratuits à cette formation. Alors, comment on développe sa boîte, comment on assure la croissance de sa boîte. Donc j'ai eu cette idée de podcast parce que y a une cliente que j'ai accompagnée ce matin, on a commencé ce matin, et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses, elle, qui n'étaient pas bonnes et qui du coup rendaient très difficile le développement de sa boîte. En termes de chiffre d'affaires, elle avait vraiment des tout petits chiffres d'affaires, mais après... Ok, elle a démarré très récemment, c'était il y a quelques mois, mais quand même quelques mois après, s'il y a des bases qui ne sont pas maîtrisées, s'il y a des choses qui n'ont pas été réalisées, vous n'allez pas gonfler votre chiffre d'affaires en fait. Vous allez être très vite limité s'il y a des connaissances et des compétences marketing et communication que vous n'obtenez pas tout simplement. Et donc vous allez être très vite limité. Et elle, je m'en suis rendu compte durant l'accompagnement. Déjà, première chose, au niveau de la croissance de l'activité, c'est vous assurer que vous avez une bonne présence en ligne. Ça, c'est vraiment la toute première étape que je m'assure quand je fais un audit. Parce que si vous voulez, moi, en accompagnement, il y a la première heure qui est un audit où je regarde tout. Je regarde les outils de communication, je regarde les réseaux, je regarde le site internet pour voir si il est bien référencé. Je demande le chiffre d'affaires, vraiment je rentre dans le détail de l'entreprise pour pouvoir ensuite travailler avec la cliente sur un plan d'action personnalisé, parce que voilà, en fonction des clients, il y a des clients où les influenceurs ça va être stratégique, il y en a d'autres, je vais pas trouver ça très intéressant, et au contraire on va plus faire un focus par exemple sur la prospection, le développement commercial ou les argumentaires commerciaux, etc. Donc en fonction du profil de la cible, en fonction du domaine d'activité, il y a des choses sur lesquelles je vais me focus avec certains et pas d'autres. Ça, c'est un peu normal. Mais elle, dans son cas, et pour beaucoup d'entrepreneurs, je vérifie en fait ce qu'on appelle la présence digitale. La présence digitale, c'est que je tape le nom de votre boîte et vous apparaissez sur toute la première page de Google. Ça veut dire que vous avez une carte Google My Business
je l'espère. C'est gratuit, hein. C'est, vous savez, la carte où on peut laisser des avis. Alors, historiquement, c'était plus fait pour les restaurants, les commerces de proximité, en fait, ou les commerces, en tout cas, qui avaient une structure physique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde crée une carte Google My Business parce que, un, ça optimise le référencement de votre site internet et deux, ça vous crédibilise. Le fait, parce que vous avez tout type de clients. Vous avez des clients qui tout simplement vont vont vous trouver sur Instagram, hein, tout simplement, et vont regarder votre publicité, vont apprécier ce que vous faites et vont vous contacter. Mais beaucoup de clients, et la plupart, vont vous googler. Vont aller sur Google, vont taper le nom de votre marque. Et si Google vous rend crédible et s'ils ont confiance, ils vous contactent, en fait. D'accord? Donc ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte d'être sur toute la première page de Google et de créer plein de liens sur Internet qui vont renvoyer vers votre site. C'est super important, c'est ce qu'on appelle la présence digitale. Donc ça veut dire que vous allez essayer de voir s'il y a des annuaires sur votre domaine d'activité, essayer de créer un compte sur Twitter, Pinterest, Page Jaune et compagnie, même si effectivement vous ne serez absolument pas actif sur ces plateformes, mais c'est juste comme ça, je tape le nom de la marque, ma marque ressort sur Google. Après, essayez aussi de mettre des vidéos. Moi, dans mon cas, quand on tape My Partners, il y a aussi des vidéos qui ressortent. C'est des vidéos que j'ai mis sur YouTube avec donc des titres de vidéos et à la fin du titre de la vidéo, je mets le nom de la marque. Comme ça, quand on tape My Partners, et ben cette vidéo aussi, elle ressort sur la première page de Google et surtout, elle permet en fait que toute ma première page de Google, il n'y ait que mon contenu. Ça fiabilise, enfin, ça vous rend crédible, ça vous rend fiable, ça donne confiance parce que le client va se dire que c'est une marque assise. Je tape le nom d'une marque, j'ai qu'un seul lien ou 3-4 liens qui se battent en duel. Ça fait absolument pas sérieux ni professionnel. Donc ça, c'est déjà la première chose que je vérifie en audit avant de regarder vos outils de com, votre chiffre d'affaires et regarder tous les éléments de détail pour me permettre de vous proposer un plan d'action. Je regarde surtout la présence digitale en tout premier. Et elle n'avait pas du tout une bonne présence digitale. Mais j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas du tout une bonne présence digitale. Ensuite, autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est les prix. Les prix, c'est super important parce que si vous n'avez pas bien fixé vos tarifs, forcément, vous n'allez pas pouvoir développer correctement votre activité. Alors, c'est bien quand on est auto-entrepreneur et qu'on paye impôts, URSSAF compris, 25%, mais quand vous passez en société, vous ajoutez TVA, URSSAF et toute la clique et que vous en avez pour 50% ou plus sur certains statuts, vous êtes presque dans les 60% de charges, je peux vous dire que ça fait mal de mal fixer ces tarifs. Alors faites très attention. Ok. Donc, la fixation des tarifs, alors ça c'est des éléments que je traite en séance en accompagnement, donc je ne vais pas forcément rentrer en détail parce que ça reste quand même quelque chose avec beaucoup de valeur. Mais en tous les cas, quand vous fixez vos tarifs, n'oubliez pas dans le coût de revient d'ajouter le temps de travail. Ça, c'est quelque chose que les entrepreneurs zappent. Si fabriquer le produit que vous allez ensuite envoyer au client, le produit personnalisé, parce que là, c'est dans le cas d'un produit personnalisé, le client faisait une demande de devis et elle devait créer le produit, on ajoute le temps de travail. Le temps de travail, c'est au moins 10 € si on considère que vous êtes au SMIC. D'accord ? C'est 10 € le temps de travail. Vous ne pouvez pas tout simplement mettre juste le coût de revient, mettre votre marge et zapper complètement votre temps de travail. Ce n'est pas possible parce que sinon vous n'êtes absolument pas rentable. Donc j'ai le coût de revient, j'ai la marge et ensuite je rajoute mon temps de travail. C'est super important. Et ça c'était quelque chose que ma cliente justement elle avait zappé et donc du coup on a revu tous ces tarifs et je l'ai conseillé et forcément accompagné là-dessus. Alors, autre chose aussi que j'ai identifié notamment chez cette cliente-là, c'est que par exemple, en calculant son coût au niveau de ses produits, je me suis rendu compte qu'elle avait des produits qui étaient tellement pas intéressants financièrement que je lui ai dit, c'est soit tu mets le produit à ce prix-là et tu le vends à ce prix-là à ton client, ou soit ça sert à rien de vendre ce produit-là, en fait, laisse tomber. Et si le client n'est pas d'accord, tu t'en fous. Alors, en fait, le produit, en calculant le coût de revient, en ajoutant les différentes marges, en mettant en place tous les éléments que je lui ai conseillés,
on arrivait à 45,99 prix de vente public. Et elle, en fait, si vous voulez, au niveau de la concurrence, et elle, à la base, elle avait mis ce prix-là, elle avait mis 30 euros. Et en fait, la concurrence, elle me dit, les concurrents le font à 30 euros. Mais en fait, vous ne fixez pas vos produits que par rapport aux concurrents. Alors certes, on doit effectivement faire le parallèle entre les concurrents les moins chers et les concurrents les plus chers. Par exemple, moi, je veux fixer mon prix à 40 euros. Coût de revient, marge et compagnie. J'ai décidé de mettre mon prix à 40 euros. Eh ben, je vérifie les concurrents les moins chers, ils le font à combien sur le marché, et le concurrent le plus cher. Et j'essaye d'augmenter mon tarif si jamais je me rends compte que j'ai plus d'arguments commerciaux que mon concurrent le plus cher. Vous n'allez pas vendre, vous avez plein d'arguments de vente, vous avez plein d'arguments commerciaux et vous faites du pas cher, c'est pas possible. Et elle, dans le cadre de cette cliente, par exemple, elle me disait, en fait, non, comme les gens, ils le vendent à 30 euros sur le marché, le vendent à 45,99, ça va pas passer. Mais on s'en fout, en fait. Si les gens sont pas contents, vous appellent, vous leur dites c'est 45 et quelques et qu'ils parlent chinois, et c'est ciao, en fait. Vous n'allez pas travailler à 30 euros, alors qu'à 30 euros, vous êtes absolument pas rentable et que vous gagnez des miettes. Alors, ok, en statut auto-entreprise, ça peut passer, mais absolument pas en statut de société. Donc moi, du coup, je lui ai dit, ça, c'est mort. Ce produit-là, c'est soit tu le vends à 45,99 et c'est tout, ou soit, tout simplement, s'il y a des clients qui viennent qui ne sont pas d'accord, tant pis. Tu lui dis, écoutez, monsieur, prenez plutôt tel produit. Parce qu'en fait, elle avait des produits personnalisés et des produits non personnalisés. Et comme les produits non personnalisés lui prenaient beaucoup moins de temps, du coup, on a pu retirer 20 euros de temps de travail. Donc forcément, ça a réduit le coût et on est tombé dans les 25 euros et quelques. Et dans un cas comme ça, tu dis au client, prenez le produit non personnalisé. C'est soit tu prends le produit non personnalisé et c'est dans ta tranche tarifaire, c'est dans ton budget, ou soit tu prends le produit personnalisé mais tu payes le prix. Ne te brade pas. Parce que le client, non, on s'en fout en fait. Il y a un moment donné, quand après tu vas devoir payer l'État, en fait, on crée des boîtes pour se faire de l'argent en fait. On ne crée pas des business comme ça pour passer le temps parce qu'on a d'autres chats à fouetter. Non. Donc si tu es là pour gagner de l'argent, il faut que tu fixes un prix où toi tu retombes sur tes pattes et tu es à l'aise. Tu mets pas un prix juste pour payer les charges, pour payer l'État et payer toute la clique et ensuite après te regarder dans la glace et te dire « Ah ouais, c'est chaud, mes poches sont vides ». Ça, ce n'est pas possible. Donc autant ne pas vendre, tout simplement. Et donc du coup, elle, dans son cas, elle a préféré du coup faire un focus sur la formation parce qu'elle propose de la vente de produits, mais elle propose aussi de la formation. Et nous, du coup, on va travailler la stratégie sur sa formation et travailler aussi la stratégie sur la vente de produits parce que forcément, elle a deux types de clients différents. Et donc, le travail du persona va nous aider effectivement à bien bosser la stratégie. Et par exemple, du coup, le produit formation, parce qu'à la base, en fait, ces produits, la vente de produits, c'était son produit principal, voilà. Sauf que maintenant, elle veut bifurquer, elle veut changer, et en fait, son produit d'appel, finalement, ça va être la formation, parce qu'elle dit que la formation me demande moins de temps et me fait gagner beaucoup plus d'argent. Même si effectivement, moi, les tarifs de la formation, je n'étais pas trop d'accord avec elle et je lui ai demandé un peu d'augmenter les tarifs parce que quand tu fais de la formation, tu donnes de la valeur à vie à un client. Ça veut dire une fois qu'il s'est formé, qu'il a compris, il n'a plus besoin de toi et ça, c'est à vie. Il peut utiliser toutes les compétences que tu lui as apprises. Donc, tu ne peux pas lui vendre une formation à des cacahuètes parce que vraiment, pour le coup, c'était vraiment pas cher du tout. Donc ça, c'était des éléments que je lui avais demandé qu'on revoie et sur lesquels on va travailler. Sachant qu'en plus, elle a énormément d'arguments de vente qui sont malheureusement pas valorisés. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez les entrepreneurs. C'est que quand tu échanges avec eux et que tu leur poses des questions, je me rends compte en formation et en accompagnement qu'ils ont plein de choses à dire et plein de choses à valoriser, mais qu'en fait, quand on va regarder leurs réseaux sociaux, quand on va regarder leur site internet, en fait, on s'en rend pas compte. On se dit, mais en fait, on voit pas l'intérêt en fait d'acheter. Et en formation, quand je suis avec eux, je les pousse à parler, je pose les bonnes questions et tout. Ils commencent à me dire plein de choses. Je dis, mais pourquoi tu l'as pas mis ? Pourquoi t'en parles pas ? Pourquoi je le vois pas ? Pourquoi il n'y a pas quelque chose de clair qui en parle ? Voilà. Donc du coup, on va retravailler tout ça aussi. Et par exemple, elle, pour son cas, pour le produit, pour la formation, pardon, c'est qu'il faut vous dire que vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez plusieurs types de produits. Vous avez ce qu'on appelle les produits d'appel, et vous avez les produits support. Les produits d'appel, c'est le produit où vous êtes l'un des seuls, ou le seul, peut-être, à avoir ce produit en fait. Vous avez une différenciation particulière, ça va être votre force, et c'est ce sur quoi vous allez vraiment jouer.
D'accord? Ça peut être une petite différenciation, hein. Ça peut être le fait que sur le marché, tout le monde propose des formations en ligne, vous êtes le seul à proposer des formations individualisées, personnalisées, hein. Voilà, ça peut être ça la différenciation. On n'est pas obligé d'avoir des différenciations non plus de ouf, quoi. C'est juste quelque chose qui vous différencie de vos concurrents. N'ayez pas juste un élément différenciateur, ayez-en plusieurs. Donc ça, c'est le produit d'appel. Après, le produit d'appel, il peut être juste différenciant en lui-même. C'est-à-dire que sur le marché, vous avez tel produit et vous vendez juste un produit extraordinaire qui n'a rien à voir. En lui-même, le produit peut être ultra différenciant. Donc, vous avez le produit d'appel où vous êtes vraiment précurseur, ou du moins vous êtes très peu, en tout cas sur le marché, à être précurseur. Et vous avez ce qu'on appelle les produits support. Alors, le produit d'appel, vous faites beaucoup de marge. C'est du produit où vous gagnez beaucoup d'argent. Produit ou service où vous gagnez beaucoup d'argent dessus. Ensuite, après, vous avez les produits support. Et les produits support, en fait, le client, en allant sur votre site web ou en allant en vous contactant, il est rare qu'il va juste se contenter que de ça. Par exemple, s'il va sur votre site web, il va gonfler son panier moyen parce qu'il ne va pas venir juste acheter un seul produit. Il va gonfler son panier moyen en achetant d'autres produits. Dans les produits support, on n'est pas obligé de faire des grosses marges. C'est pas très grave si sur un produit support, on fait des petites marges ou des marges moyennes. Après, il ne faut pas que ce soit non plus trop petit, sinon ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, le produit support, il est juste là pour soutenir et augmenter votre chiffre d'affaires. Le produit support, c'est parce que... Enfin, là où le produit d'appel, vous allez bosser avec les influenceurs dessus, vous allez le pousser auprès des influenceurs, vous allez faire des publicités, vous allez valoriser le produit d'appel, vous allez faire des événements, vous allez valoriser le produit d'appel. Le produit support, c'est pas un produit où vous allez valoriser tout le temps. Vous le valorisez de temps en temps, vous en parlez, mais c'est surtout quand la personne elle va sur votre site, elle repart pas juste avec votre produit d'appel, quoi. Donc le produit support, il n'est pas fait pour être trop poussé en communication. C'est surtout le produit support, pardon, il n'est pas fait pour être trop poussé en communication, c'est surtout le produit d'appel. Donc elle, dans son cas, comme on a changé, le produit d'appel, ce n'est plus les produits qu'elle vendait là sur son site, mais ça allait être maintenant les formations qu'elle allait valoriser. Et de temps en temps, elle allait faire des campagnes de communication sur le produit support, ou tout simplement, on peut en faire régulièrement des campagnes de communication sur le produit support. Mais là où on va mettre, par exemple, je sais pas moi, 10 000 € de budget sur le produit d'appel, sur le produit support, on va peut-être en mettre 4 000. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà. J'ai dit des gros montants comme ça, mais c'est juste pour que vous voyez vraiment la différence d'investissement en communication qu'on va mettre sur un produit d'appel par rapport à un produit support. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir des produits support, qu'on soit dans la prestation de services ou qu'on soit dans la vente de produits. Alors, autre chose aussi que je me rends compte souvent, que je me suis rendu compte en tout cas avec cette cliente-là, pour revenir au sujet des produits d'appel et des produits support, c'est qu'elle s'est rendue compte avec le temps que du coup, elle mettait son énergie à développer un produit qui n'était pas forcément ultra rentable. Et là, c'était son produit où effectivement, elle fabriquait, mais parce que les tarifs n'étaient pas bons. Donc du coup, ça revient un peu à ce que je disais, c'est que si ça ne ramène pas d'argent, soit vous le jetez, vous retirez ce produit de votre liste, parce qu'on ne bosse pas pour des cacahuètes, ou si ça ne ramène pas d'argent, en fait, je vois que ça, en fait. Pour moi, un produit qui ne ramène pas assez d'argent, il faut concentrer son énergie sur ce qui ramène, en fait. Il ne faut même pas vous casser la tête, hein. Vraiment, il n'y a pas autre chose, là, pour le coup. Alors, ensuite, après, j'ai dit tout ça. Il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué chez les entrepreneurs, c'est les objectifs. Les objectifs sont ultra mal fixés ou sont pas fixés du tout. Et du coup, moi, en accompagnement, je travaille sur la stratégie de développement qui comprend le développement sur les 5 prochaines années de l'entrepreneur. En sachant que l'année 1, c'est une année de lancement. C'est l'année où vous allez devoir tout donner. Donc, les gens qui, en année 1, ne donnent pas beaucoup, voilà, font un petit peu par-ci, un petit peu par-là, investissent un petit peu par-ci, un petit peu par-là, essayent ça, ensuite vont à gauche, à droite. Non. L'année 1, c'est l'année où vous allez devoir énormément investir dans votre activité parce que c'est une année de lancement. C'est une année où on ne vous connaît pas. C'est une année où vous allez devoir être crédible. C'est une année où vous allez devoir tout mettre en œuvre pour donner confiance à un client et lui donner envie d'acheter votre produit ou service. Bref, c'est une année où il faut tout donner. Si vous avez des formations à réaliser, vous devez les faire pour monter en compétences et mettre toutes les chances de votre côté
pour développer votre activité sur cette première année. Parce que souvent, en fait, je me rends compte en accompagnement que les clients, ils viennent me voir après genre 2 ans, 3 ans, parce qu'en fait, le truc, il décolle pas. Là, je ne parle pas des entrepreneurs qui décollent et qui veulent passer un stade supérieur. Là, je parle vraiment de ma typologie de clients qui ne décollent pas et qui viennent 3 ans après parce que ça ne décolle pas. Et moi, je dis, mais attends, c'est dès les premiers mois, en fait, que tu dois mettre tout en œuvre. C'est pas après 3 ans que tu te rends compte que, ah bah non, en fait, j'ai pas toutes les compétences pour bien développer la boîte. C'est pas possible. Donc forcément, ils viennent 3 piges après. Et nous, quand on travaille la stratégie de développement, bah, du coup, on ne la travaille pas à partir de l'année 3, mais on recommence à partir de l'année 1. Parce que comme en fait, l'année 1, c'est l'année où tu dois mettre tout en place pour réussir. Donc si tu n'as pas mis tout en place et que tu as des résultats très faibles, tu te retrouves en année 3 à faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. En fait, c'est pas normal en fait. C'est vraiment pas normal. Donc en fait, souvent, le problème, c'est que du coup, dans la stratégie de développement, on reprend comme si on était à l'année 1. Et du coup, bah, l'année 1, c'est l'année où tu investis énormément. Tu mets beaucoup de budget. Généralement, tout ce que tu réinjectes, tu le remets dans ta communication parce que c'est l'année où tu vas devoir te positionner, c'est l'année où tu vas devoir donner confiance, etc. C'est l'année où tu vas devoir t'asseoir. Asseoir ton expertise, asseoir ta notoriété, asseoir ta présence. Ça, c'est l'année 1. Ensuite, après, on a l'année 2. L'année 2, c'est normalement, si tu as bien travaillé la première année, l'année 2, tu as une bonne base clientèle, ça se développe super bien. Et l'année, c'est l'année où tu commences à bien fidéliser. Il faut vraiment fidéliser la clientèle, mettre en place des actions de fidélisation, commencer à faire des ventes privées, hein, développer développer une base de données clients pour envoyer des campagnes, etc., etc. Bon, normalement, développer la base client et envoyer les campagnes, c'est dès la première année. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la deuxième année, c'est vraiment une année, voilà, pour comment je peux dire, solidifier tout le travail que vous avez déjà fait en première année. Et si tout a été bien fait en année 1 et en année 2, généralement, l'année 3, c'est l'année de croissance. C'est une extrêmement grosse année pour les entrepreneurs. Une grosse année en termes de chiffre d'affaires, une grosse année en termes de revenus. Donc, c'est l'année où tu vas pouvoir... comment je peux dire ça, c'est une année en fait où tu peux être ambitieux. C'est une année où tu peux dire, ah bah tiens, je vais acheter des locaux, je vais faire du recrutement, je vais lancer une application, etc. C'est vraiment une année où tu peux être extrêmement ambitieux parce que vraiment, l'année 3, si tu as bien travaillé, c'est une extrêmement grosse année pour un chef d'entreprise. Après, il y a l'année 4 et 5, c'est plus des années de positionnement où j'assois mon expertise, j'assois ma notoriété et je me positionne bien, quoi. Voilà. C'est vraiment, voilà, c'est l'année... généralement, au marketing, on travaille sur 5 ans parce que 5 ans, c'est souvent les grosses années, les années charnières. Voilà, si je peux dire. Donc, du coup, souvent, je travaille sur les objectifs et en fait, dans la stratégie de développement, je demande à l'entrepreneur, année 1 et 2, parce que souvent, après, en termes d'objectifs de chiffre d'affaires, ils ne savent pas trop. Donc, du coup, on se positionne que sur l'année 1 et 2. Et je leur demande, année 1 et 2, quel est ton objectif de chiffre d'affaires? Et par exemple, beaucoup, ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, ils ne savent pas. Ils ne savent absolument pas. Ils me disent, moi, je ne sais pas. Et en plus, ça m'arrive souvent avec beaucoup de clients où parfois, en fait, je reprends des fichiers d'autres clients. Donc, c'était des fichiers parfois de clients, ça fait peut-être 1 an, ils sont dans le business et ils veulent vraiment booster et ils font déjà 200 000 euros de chiffre d'affaires ou des fois sur des fichiers, parce que moi, j'ai tendance à récupérer en fait des fichiers d'anciens clients et retravailler sur ces fichiers-là et les personnaliser aux nouveaux clients. Ce qui fait que parfois, il peut y avoir des données au niveau du chiffre d'affaires en objectif d'anciens clients. Ce qui fait que je sais que parfois, quand j'ouvre le fichier, je dis, voilà, on va travailler sur la stratégie de développement sur 5 ans, mais je veux que tu me donnes un objectif de chiffre d'affaires. Et ils voient sur le fichier 200 000 euros, 140 000 euros ou 180 000 euros, ils me disent, oh, mon Dieu, mais c'est incroyable, est-ce que je vais réussir à faire ça un jour? Bien sûr que tu vas réussir à faire ça un jour. C'est pas des chiffres d'affaires de ouf, 180 000 euros, 200 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pas des chiffres d'affaires de ouf. Si tu vois 5 millions, 10 millions, 1 million, je peux comprendre que tu dises waouh, mais quand tu es en business, si tu travailles bien, 180 000 euros, 200 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez vous rendre compte que c'est pas un truc de ouf. Et en fait, souvent, ils sont
tellement en fait ils se rendent pas compte. Après parfois aussi c'est des gens, ils viennent de démarrer, ils se rendent pas compte en fait que il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc du coup ils se freinent. Donc parfois même quand je leur pose, bah, tu veux quoi comme chiffre d'affaires, bah, du coup ils sont là, ils sont bouche bée. Alors moi je vais vous aider à savoir comment définir un bon chiffre d'affaires. D'accord. Bon, un beau chiffre d'affaires, non, pas un bon chiffre d'affaires, mais comment définir son objectif. On peut définir un objectif de chiffre d'affaires sur l'année par rapport à plusieurs éléments. Je vais vous en parler de deux. L'élément numéro un, c'est ce que vous souhaitez gagner. Ça, je sais, c'est par exemple, j'ai une cliente en ce moment que j'accompagne, elle est dans le domaine de la photographie. Et je lui ai demandé, tu veux gagner combien par mois? Donc du coup, elle m'a donné son chiffre, j'ai rajouté les charges de l'État et compagnie, et j'ai dit, ok, ça veut dire que toi, en objectif de chiffre d'affaires mensuel, tu dois réaliser ça, et annuellement, tu dois réaliser ça. Parce que du coup, en tant que photographe, tu veux gagner ça, et après, je lui ai dit, mais en même temps, tu peux aussi gagner plus. Donc, quel est ton maximum en termes de clients que tu peux faire rentrer par mois? Comme ça, au pire, tu fais ton maximum. Et ensuite, l'année 1, quand tu as dépassé ton maximum, et ben l'année 2, tu recrutes une personne ou tout simplement, tu te fais un réseau de photographes, tu leur envoies du business et toi, tu récupères des commissions. Donc, essayez aussi de réfléchir dans les produits supports, hein, à un autre moyen de faire rentrer des revenus, comme par exemple ici, dans le cas de la photographe, ça peut être des commissions. D'accord. Réfléchissez à plusieurs moyens de faire rentrer des revenus dans vos produits supports. Mais par exemple, ça peut être ça. Je lui ai dit, bon voilà, et vous pouvez avoir un objectif A et un objectif B. Un objectif A, bon, bah, c'est l'objectif que vous souhaiteriez atteindre minimum. Et l'objectif A, non, l'objectif A, c'est l'objectif super que vous souhaiteriez atteindre. Et l'objectif B, c'est l'objectif correct que vous souhaiteriez atteindre. Vous pouvez aussi fonctionner par palier. Comme ça vous booste. Et c'est super important d'avoir des objectifs quand on est chef d'entreprise. Il ne faut pas croire que c'est le comptable qui fait vos objectifs. C'est vous, en tant que chef d'entreprise, qui devez avoir des objectifs. Comme ça, vous allez définir votre plan d'action pour atteindre ces objectifs. Sinon, si vous n'avez pas d'objectifs chiffrés concrets, vous allez avancer à la aveuglette et si Dieu le veut, voilà, c'est pas comme ça. Dans le business, il faut vraiment avoir des objectifs. Après, les objectifs aussi, vous pouvez les fixer par rapport au prochain projet que vous avez. Admettons, vous voulez lancer une marque de cosmétiques. Vous savez que pour lancer une marque de cosmétiques, il vous faut 30 000 euros. Bon, d'accord, 30 000 euros plus tant d'euros que j'aimerais me mettre dans ma poche sur l'année, ça me fait tant. Voilà, vous essayez de fixer aussi vos objectifs par rapport à ça parce que les objectifs doivent être quand même atteignables. Après, il y a un autre moyen aussi de fixer les objectifs. Ça va être par exemple sur le marché. Moi, je l'ai déjà fait avec des clientes. Une cliente qui est dans le domaine des robes de mariée. Elle vend des robes de mariée. C'est une influenceuse d'ailleurs en plus. Et par exemple, on a identifié, parce qu'en fait, elle est dans la région lyonnaise, et on a identifié grâce à une étude de marché que sur Lyon, je crois qu'il y a 4000 mariages par an. Et en fait, actuellement, elle faisait, je crois, 300 mariages ou un truc comme ça par an. Franchement, je ne me souviens plus. Et en regardant, en voyant qu'il y a 4000 mariages par an, à Lyon, on s'est dit, bah attends, il y a un gros marché, en fait, il y a plein de clients que tu n'es pas allé chercher là, en fait. Donc du coup, on s'est dit, on va multiplier par 2 tes objectifs. Tu peux largement le faire. Et donc, on va plus être sur 300 mariages par an. Maintenant, tu vas me chercher 600 mariages par an. Et donc, du coup, elle avait une salariée qui était sur le terrain pour vendre aussi. Mais nous, du coup, on avait défini plein d'axes stratégiques à mettre en place justement pour atteindre l'objectif des 600 mariages par an. 600 robes de mariée vendues, pardon. Donc, voilà. Autre axe, et ça va faire partie des derniers axes dont je vais parler, c'est toute la partie un peu développement. Alors jusqu'ici, je vous ai parlé de la partie un peu plus stratégie et marketing, mais là, je vais plus parler de la partie développement. Concrètement, aujourd'hui, il n'y a pas 50 moyens de faire de la communication, de toutes les façons. Comme je vous ai déjà dit dans des précédents podcasts, la presse c'est pour l'image. On ne gagne pas d'argent en ayant des articles de presse. La presse, ça crédibilise parce que si je vais sur un site internet, je vois paru dans, ça fait échec et mat, tout de suite à mon client. Mais quand on démarre, bah forcément, on n'a pas forcément envie de faire une stratégie d'image, mais on a plus envie de gagner de l'argent tout de suite. Ok ? Maintenant, pour gagner de l'argent, tout de suite, vous n'avez pas 50 millions de moyens de faire de la com. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qu'il faut connaître, maîtriser, les publicités sur ces plateformes. Alors, quand je dis les réseaux sociaux, là, je parle de manière organique, c'est-à-dire sans faire de publicité.
les publicités sur ces plateformes, vous avez les influenceurs, vous avez le référencement naturel, vous avez AdWords. AdWords, ce sont les publicités payantes sur Google. Si vous tapez un mot-clé, vous allez voir en fait, normalement quand vous tapez un mot-clé, je ne sais pas moi, vous cherchez robe de mariée, vous allez voir, il y aura des publicités où à côté il y aura écrit annonce. Dès qu'il y a écrit annonce, ce sont des publicités, les gens ont payé sur AdWords. Et en dessous, vous allez voir, il n'y a rien écrit. Ça, ce sont tous les résultats naturels. D'accord? Donc ça, c'est du référencement naturel. Après, il y a de la prospection, si vous êtes prestataire de services, etc. Donc voilà, là, on est sur de la démarche commerciale. Il y a les salons. D'ailleurs, il y a un site que je conseille souvent, c'est le site Event Eyes, qui liste tous les salons qui vont se passer en France et dans le monde. Donc voilà, il y a plein de manières aujourd'hui de faire de la communication, même s'il n'y en a pas 60 millions. Les plus importantes dont je vais aborder aujourd'hui, ça va rester quand même les influenceurs, le référencement naturel, les publicités sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux. Et AdWords, je ne vais pas en parler parce que c'est des trucs que je vois avec les clients en formation et tout. Je les accompagne pour bien faire des bonnes publicités, que ce soit par exemple sur YouTube, sur Google, etc. Mais ça, je ne vais pas en parler, c'est très technique. Ça, vraiment, c'est que quand je suis en formation. Maintenant, les 3 premières. Parlons des influenceurs. Les influenceurs, moi, j'ai des clients qui me disent « Non, ça ne fonctionne pas, blablabla. » Les influenceurs, c'est super efficace. Moi, j'ai des clients, j'en avais déjà parlé, qui ont fait en 24 heures 30 000 euros de chiffre d'affaires grâce à un partenariat. Donc, dire qu'un influenceur, ça ne fonctionne pas, c'est vraiment qu'on n'a jamais testé. Ou si on a testé, on a dû tellement mal faire parce qu'on ne maîtrisait pas le domaine que du coup, on a perdu de l'argent en faisant confiance à des gens qui n'en valaient pas la peine. Dans les influenceurs, vous avez 2 types d'influenceurs. Vous avez les influenceurs gratuits. Eux, effectivement, vous n'allez pas les payer. Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a quand même moyen, surtout ceux qui ont en dessous de 100K, de négocier pour de la gratuité. Il y en a certains qui vont vous demander un certain montant, mais en principe, après, tout aussi dépend du coût de votre produit. Mais bon, ça, c'est des choses que je rentre un peu dans le détail en formation. Et puis, vous avez les influenceuses payantes. Et elles, effectivement, vous avez différents budgets. Ça aussi, c'est des choses quand même que je rentre en formation. Mais globalement, en gros, les influenceurs, c'est super pertinent, mais il faut vérifier plusieurs choses. 1, le taux d'engagement, qu'ils ont un bon engagement auprès de leur audience. 2, qu'ils n'ont pas acheté. Donc, cliquez sur les profils, cliquez un peu sur les abonnés, essayez de fouiller un petit peu pour voir si ce n'est pas des Brésiliens, des gens au Pakistan, des gens en Espagne. Quand il y en a beaucoup comme ça, c'est souvent que ça a été acheté. Après, il y a un outil qui s'appelle Inbit qui vous permet de voir un petit peu qui sont les followers inactifs sur leur compte. Mais bon, inactif ne veut pas dire acheter. Donc, de toutes les façons, voilà. Mais au moins, vous pouvez voir les followers qui ne participent pas trop à leur contenu. Mais les influenceurs se décident aussi par rapport à tout ça. Vous avez aussi la possibilité, quand vous faites un partenariat, de demander les statistiques. C'est-à-dire le retour sur investissement. Bon, beaucoup ne le calculent pas, mais au moins, qui sont les profils des gens qui regardent, la tranche d'âge, le lieu d'habitation aussi, parce que si, je sais pas moi, vous ciblez principalement la France et que la personne, elle est suivie en grande majorité au Japon, c'est peut-être pas stratégique pour vous. Voilà, vous avez la possibilité quand vous prospectez une influenceuse ou un influenceur, lui demander des statistiques et des informations beaucoup plus précises sur son audience pour faire le choix si oui ou non je bosse avec elle ou pas. Il y a des outils qui vous permettent de connaître le taux d'engagement des influenceurs. Et ça, j'en parle dans la formation offerte. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire dans la formation offerte pour voir ces outils-là. Ensuite, il y a le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est vous êtes traiteur mariage, je tape traiteur mariage, mon site ressort sur Google. Souvent, les gens, et ça, c'est quelque chose de dramatique que je vois chez les entrepreneurs, c'est qu'ils n'ont pas de site web. Il faut savoir que 56%, près de 60%, et ça c'est des statistiques que je n'invente pas, vous pouvez les retrouver sur internet, mais près de 60% des clients n'achètent pas quand il n'y a pas de site web. Donc, quand il y a des entrepreneurs qui n'ont pas de site web ou qui me disent « Oui, mais moi je suis sur Shopify » ou « Je suis sur Wix », il faut savoir que Wix et Shopify et toute la clique, ce sont des sites mal référencés en termes de référencement naturel. Parce que quand tu maîtrises le référencement naturel et que tu te formes là-dessus,
tu sais que référencement naturel, c'est H1, H2, H3, mots-clés et compagnie. Et rien que les titres H1, H2 et H3, il n'y a pas la possibilité de les faire sur Shopify. Donc rien que ça flingue le référencement alors que Google regarde ces titres-là. Et dans ces titres-là, il faut qu'il y ait les mots-clés. Sur AdWords, vous avez la possibilité d'aller dessus et de taper en fait les mots-clés et d'identifier le volume de recherche du mot-clé que vous êtes en train de taper. Et Google va aussi vous donner d'autres mots-clés qui sont tapés par les clients. Donc par exemple, vous allez taper traiteur mariage et on va vous dire que, je ne sais pas moi par exemple, qu'il y a beaucoup de gens qui tapent traiteur mariage buffet par exemple. Je dis n'importe quoi. Et ben vous vous dites, ah bah tiens, comme il y a beaucoup de gens qui tapent traiteur mariage buffet, moi je vais me positionner sur traiteur mariage buffet. Parce qu'en fait, il faut se positionner sur des mots-clés avec une concurrence faible, c'est-à-dire peu de gens sont positionnés sur ce mot-clé, mais des volumes de recherche élevés. Après, vous pouvez vous positionner sur des mots-clés avec des volumes de recherche faibles à partir du moment où, par exemple, vous êtes dans de la formation où vous vendez des produits chers. Si vous vendez des produits dans les 1000, 2000 euros et que dans les volumes de recherche, vous avez une centaine de personnes par mois qui cherchent ce mot-clé-là, avoir une centaine de prospects par mois qui vont payer 1000, 2000 euros, ça va, c'est tout bénef, c'est super bien. Vous n'avez pas besoin de vous positionner sur des mots-clés avec des volumes de recherche à 1000 ou 10 000 par mois. Sur certains clients en formation, je leur propose de te positionner sur des gros volumes de mots-clés quand je me rends compte qu'ils ont des produits pas chers. Et là, effectivement, positionne-toi sur des mots-clés avec une concurrence faible et des volumes de recherche entre 1000 et 10 000 par mois. Il y a même des mots-clés où il y a des volumes de recherche entre 10 000 et 100 000 par mois. Alors, je ne dis pas que vous allez avoir 10 000 et 100 000 clients. Ce sont des prospects potentiels. Libre aux gens d'aller sur votre site, de se promener sur d'autres sites et de voir qu'est-ce qu'ils aiment. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir un site web référencé. Et les gens, ils ne référencent pas leur site en vrai parce qu'ils ne connaissent pas le référencement naturel. Et ils passent à côté de business gratuits. Les amis, il n'y a pas que Instagram, il n'y a pas que Facebook. Il n'y a pas que ça en fait. Donc ça, c'est des éléments vraiment que je me rends compte en formation. Les entrepreneurs passent à côté de tellement de choses. Et c'est pour ça que tu te retrouves en 3e année à faire le chiffre d'affaires que tu aurais dû faire les 6 premiers mois de ta première année. Par manque de connaissances, de compétences, de formation. Et là, je prêche même pas pour ma paroisse, parce que vous allez voir moi ou des concurrents, je m'en fiche. Moi, je dis ce que j'observe. Et je dis comment les gens passent à côté de business. Et c'est extrêmement dommage. Et ensuite, après, le budget de communication. Les publicités, il ne faut pas les négliger. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, développer les réseaux gratos, c'est super compliqué. Maintenant, il faut faire des publicités. Donc, les publicités, faites-les régulièrement, faites-les chaque mois. Et ne les faites pas sur 5 jours, 6 jours. Les publicités, c'est sur du long terme. Il faut savoir que vous avez des clients, vous avez plusieurs types de clients. La plupart des clients, c'est rare que dès qu'ils vous voient, ils achètent. La plupart du temps, c'est au fur et à mesure qu'ils vont acheter. Donc, quand vous avez lancé votre publicité, surtout les premiers mois, en fait, quand vous démarrez, vous n'avez pas du business tout de suite, ne paniquez pas, en fait. C'est tout simplement que la personne, c'est très rare, vous découvrez quelqu'un tout de suite, vous n'allez pas acheter tout de suite. C'est genre 2% de la clientèle qui fait ça. La plupart du temps, la conversion va se faire au fur et à mesure du temps. Alors, au fur et à mesure du temps, ça peut être 1 semaine comme 3 mois, je ne connais pas. Ça, c'est vraiment impossible à dire. Mais quoi qu'il en soit, il faut avoir une bonne stratégie social media pour donner envie à la personne après d'acheter et faire en sorte que du coup, à force de gagner des abonnés, etc., vous convertissez et vous ayez du trafic tout le temps et du business tout le temps. Mais surtout, développer différents canaux de communication. Vous ne pouvez pas compter que sur Instagram, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas compter que sur les influenceurs, c'est pas possible non plus. Développer différents canaux de communication. Par contre, les influenceurs, pour revenir là-dessus, moi, ce que je conseille, c'est de faire au moins un partenariat tous les trimestres. Ou au moins tous les semestres, à la limite. Mais en tout cas, faire des partenariats assez régulièrement. Après, oui, quand on bosse avec des influenceurs et qu'on maîtrise quand même ce marché, et que du coup, on choisit la bonne influenceur ou le bon influenceuse, la bonne influenceuse, il faut être prêt. Parce que derrière, c'est quelqu'un qui vous liquide votre stock. Donc après, il faut avoir les épaules solides. On ne va pas faire des influenceurs si on sait qu'on n'a pas les épaules pour assumer derrière la cadence. Bien entendu.
Donc voilà, du coup, les publicités sur les réseaux sociaux, c'est très important de les réaliser. Après, comme tout, il faut connaître, maîtriser, parce que souvent, en fait, les gens n'ont pas de résultats parce qu'ils ne mettent pas le bon budget et le ciblage n'est pas bon. Parce qu'en fait, souvent, quand ils font le ciblage, ils réfléchissent le ciblage par rapport à eux et pas par rapport aux clients. Et ça, c'est ce qui fait que souvent, les gens, ils me disent oui, mais moi, j'ai essayé la publicité, ça fonctionne pas. Non, 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 non. La publicité, quand on la fait bien, ça fonctionne. Moi, j'avais une cliente, pareil. Elle faisait des publicités, mais c'était pas, il n'y avait pas des résultats vraiment. Et en sortie de formation, quand je lui ai montré comment bien faire les publicités, elle a signé 60K € de business. C'est celle dont je parlais au tout début, en sortie de formation. Rien qu'en ayant compris comment on fait des publicités, concrètement. Donc, si Zuckerberg, là, je ne sais plus comment il s'appelle Zuckerberg, là, j'arrive pas à prononcer son nom, il est riche, c'est pas pour rien, parce que lui, il gagne de l'argent grâce aux publicités. Et si les marques continuent à faire des publicités, c'est parce que ça fonctionne. Tout simplement. Donc, si ça ne fonctionne pas pour vous, c'est tout simplement parce que c'est pas bien fait. Donc voilà, après vous avez deux types de publicités aussi. Vous avez des publicités qui sont faites pour ramener du business et vous avez des publicités qui sont faites pour ramener des followers. Les publicités qui sont faites pour ramener des followers, ça va être un peu plus des publicités un peu drôles, lifestyle, des publicités un peu conseils. Vous voyez, des publicités qui ne visent pas à réfléchir, quoi. Faut vous dire un truc. Quand vous faites une publicité et que la personne elle défile sur son profil et qu'elle vous voit, les gens ont quelques secondes d'attention. Ça veut dire qu'il faudrait que vous fassiez une publicité qui soit assez attractive et qui me donne pas envie de réfléchir. Les gens ne veulent absolument pas réfléchir. Donc, il faut que ce soit quelque chose de clair, concis, qui va droit au but ou qui me donne envie de m'arrêter. C'est soit quelque chose, en fait, qui attire mon attention, en fait. Donc, après, à vous de réfléchir, hein. À vous de voir qu'est-ce qui va faire que ça va attirer l'attention du client, etc., etc. Après, bon, tout dépend aussi du business. Tout dépend du business. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a ce canal-là aussi publicitaire qu'il ne faut absolument pas négliger et oublier. Et enfin, développer différents canaux d'acquisition. Les différents canaux d'acquisition, il y en a pas qu'un seul. Et il y a les emailing, tester aussi les emailing. Moi, pour les emailing, j'utilise Medjet, que j'aime beaucoup. Faut pas penser que l'emailing est mort, c'est faux, c'est pas mort du tout. Donc essayez de réfléchir un peu aux différents canaux de communication en vous disant voilà où sont mes clients et quels sont les canaux à privilégier qui vont me permettre voilà, de multiplier mon chiffre d'affaires. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce podcast vous aura été utile. N'oubliez pas, en ce moment, il y a la formation offerte. Donc, allez tout simplement sur le site mypartners.com ou sur mon lien en bio Instagram pour pouvoir accéder à cette formation offerte. J'espère que ce podcast vous aura plu. Et puis, pour tout ce qui est accompagnement à la création et développement d'entreprise, n'hésitez pas à vous rendre sur mypartners.com. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était Tendresse Bouinissa, consultante marketing. À bientôt.